Bienvenue dans Queer Grounds, présenté par Jody et Tess. Bienvenue dans Queer Grounds, le podcast où on explore l'impact des identités queer sur nos trajectoires de vie, nos choix, nos imaginaires. Moi, c'est Jody. Et moi, Tess. Aujourd'hui, on est au studio Polymère avec notre très cher Mika, réalisateur son. Hello, ça va ? Ça va plutôt bien. Alors, dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, comment nos histoires sont portées à l'écran. Derrière chaque film ou série, il y a une ou plusieurs scénaristes qui donnent vie à des imaginaires. Et dans cette infinité de possibilités, on se demande alors qu'est-ce qui rend un personnage queer crédible, complexe et profondément humain. Comment l'écriture peut-elle refléter ou non nos identités queer ? Pour en parler, nous recevons deux scénaristes, Garance et Tarek, qui vont nous partager leur approche, leur projet, leur vision de la représentation queer et l'impact que cela a, non seulement sur la fiction, mais aussi sur nous au quotidien. Salut Garance. Salut. Salut Tarek. Salut. Garance, tu es scénariste et tu as un super projet queer sur le feu. Et on a trop hâte que tu nous en parles. Ouh là là. Tarek, toi tu es producteur, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ta casquette de scénariste. D'ailleurs tu as réalisé un projet qui t'a valu d'être fiché dans ton pays d'origine. Et on va y revenir très vite. Mais avant, on a une petite question pour creuser tout ça. Pensez-vous que les personnages queer doivent nécessairement incarner des luttes ou des conflits? Ou peuvent-ils aussi exister sans être définis par ces aspects? Qui souhaite commencer? J'ai l'impression d'être dans un jeu de télé-réalité. Euh, moi, je pense qu'à partir du moment où ils sont là, où ils existent, c'est des personnages politiques de facto. Et je pense que quels que soient les enjeux qu'on va leur faire traverser, leur queerness sera présente et deviendra de facto un enjeu tant qu'on est dans cette société qui considère la queerness comme quelque chose de autre. Je suis assez d'accord avec cette façon de voir les choses. Moi, je trouve que n'importe quel personnage est politique, déjà foncièrement. La fiction est politique. Mais quand on a un personnage avec un rapport d'oppression qu'il subit, qu'il soit queer, racisé, femme, handicapé, porteur de handicap, peu importe lequel, je trouve que ce qui est important, c'est de ne pas l'essentialiser. Ça veut dire que le personnage ne doit pas tourner autour de sa queerness, autour de sa féminité, autour de ses origines. Parce que du moment où on fait ça, on est dans une sorte de voyeurisme. Du coup, pour moi, les personnes queer, oui, doivent porter des luttes, comme tout le monde, mais la, l'enjeu premier, c'est ne pas les réduire à leur queerness. C'est qu'ils soient des personnages complets, complexes, et pas des formes de caricatures grotesques qu'on voyait dans les années 90, qui n'ont que leur queerness comme seul attribut, en fait, comme personnage. C'est aussi ça qui en fera un bon scénario parce que dès qu'on a un personnage réduit à un seul trait de caractère, c'est pas du tout intéressant narrativement à Oui, explorer. il n'évolue pas, il n'a pas d'enjeu. Mm. Oui, puis c'est des personnages qu'on a vus et revus parce que c'est juste de l'artificiel, quoi. C'est la première couche et on Mais reste c'est des là-dessus. personnages meubles, c'est des personnages qui découlent directement du marketing. À l'époque, on prenait les ménagères pour des connes, on prenait les cuirs pour des cons, on prenait tout le monde pour des cons. Et en fait, on leur disait, ouais, donne-leur leur sauce, ah, vas-y, fous-moi une folle. Tu vois, genre, c'était un peu ça. C'était écrit comme ça. Ça veut dire, on pense que c'est dégueulasse, mais c'est ce qui se disait littéralement dans le plateau. Et effectivement, il y a plein de personnes qui n'avaient pas fait leur coming out à l'époque, qui après témoignent de comment étaient introduits des personnages queer ou des personnages racisés ou des femmes en dessus de 25 ans, au-dessus de 30 ans. Ouais, après, avec l'époque, ça, le palier a augmenté. C'était avec un discours aussi dégueulasse, genre full leur 1 comme ça, qui s'identifie dedans, qu'ils ramènent du pognon à la prod, et voilà. C'est pas des personnages qui comptent, c'est des personnages meubles qu'on a rajoutés, qui ne rajoutent rien à l'histoire, qu'on a rajouté comme ça pour l'attraction du public, c'est tout. Mhm. Toi, Garance, dans le projet que tu as en cours, comment est-ce que tu abordes l'écriture des personnages? Alors, donc, on va pas citer le titre parce que je vais beaucoup en parler, mais je sais de quel projet tu me parles. Ce projet en question n'est pas à première vue politique du tout. C'est une rom-com, c'est des histoires de... Oui, t'avais raison tout à l'heure. C'est des histoires de personnages qui se croisent et qui
qui découvrent leur rapport à l'amour, à la vie, etc. Mais effectivement, et dans la plupart de mes projets, en fait, moi, vraiment, les questions que je traite énormément, c'est les questions queer, les questions de féminisme, l'écologie aussi. Mais en fait, c'est vrai que j'ai jamais fait un projet en me disant là je vais parler de ça. C'est toujours de manière complètement sous-jacente parce que c'est des choses qui m'habitent au quotidien. Et donc effectivement on va le retrouver dans les personnages, parfois dans l'intrigue mais de manière secondaire, et pour moi c'est plus la manière de le raconter qui va faire ressortir ces sujets-là. Précisément parce que je pense pas qu'aujourd'hui ce soit forcément... Enfin, il faut de tout, mais je pense pas que pour moi la bonne technique ce soit de faire un film pancarte qui va dire là je vais lutter sur ça. Si je veux sortir ma pancarte, je vais en manif. Mais les films, moi je préfère entre guillemets attraper les spectateurs par leurs émotions. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et les amener à se poser des questions, parce que je prétends pas avoir les réponses. Pardon, du coup, je me suis grave égarée, mais donc ce film-là en question, moi, je me suis pas du tout dit qu'il était politique, mais je me suis rendu compte avec les dernières aventures qu'on a eues avec ce projet que enfin voilà, là, ça m'a vraiment prouvé qu'à partir du moment où il y a des personnages queer, surtout quand il y a plus d'un personnage queer et quand c'est les protagonistes qui sont queer, que en fait, c'est considéré comme politique tout de suite, quoi. Et ça rend la conception du projet un peu plus compliquée. Parce que est-ce qu'il y a des revendications dans le projet ou c'est juste le fait que les personnages soient queer? Tout de suite, les producteurs, les prods sont là en mode c'est trop risqué, ça incarne trop de sujets politiques. Plutôt la deuxième. Là, vraiment, dans ce projet, officiellement, il n'y a pas de revendication. Alors, ça parle de sujets très queer, ça parle de sortir de la binarité et donc de l'ouverture à la bisexualité quand on s'est toujours cru complètement, entre guillemets, gay ou lesbienne, etc. Donc, bien sûr que ça parle de ces sujets-là, mais déjà, enfin voilà, il n'y a vraiment pas d'aspect revendicatif du tout. C'est vraiment l'histoire de deux personnes qui tombent amoureuses de la même personne et qui se disent ah ben merde, et est-ce que ça va compromettre notre amitié, etc. En gros, on a développé ce projet pendant plusieurs mois avec un producteur et on est allé récemment le pitcher à la chaîne pour qui on l'avait conçu, ce projet. Et donc, bon, ils ont a priori beaucoup aimé. Bon, affaire à suivre, on n'a pas encore leur retour, mais sur le moment, c'était vraiment waouh, l'histoire est super, trop bonne idée, etc. Par contre, il y a beaucoup de personnages queer et surtout, enfin, il y a vraiment eu ce truc de. Alors, il se trouve que cette chaîne a récemment eu un changement de ligne éditoriale, donc ça a joué dans le fait que on rentrait pas dans les nouvelles cases parce qu'on avait écrit pour les anciennes cases. Mais donc là, ce qui s'est passé, c'est que ah bah là, ça correspond plus au nouveau public qu'on veut atteindre. Et vraiment, on a eu des retours de type ben non là. Dites-vous que vous adressez à des fachos de 70 ans et donc vous pouvez pas avoir un titre, parce que le titre aussi, c'était très clair que le sujet était très LGBT. Et donc déjà, le titre, c'est pas possible. Et puis c'était, il faut que le packaging, il soit vachement moins queer, quoi. Et donc c'était enlever ce mot de partout. C'était ces personnages, alors ils peuvent être queer, mais par contre, il faut que autour d'eux, il faut qu'ils soient bien entourés de personnes bien hétéros pour rassurer les spectateurs, etc. Donc vraiment, les retours qu'on a eus, c'était ajouter des personnages hétéros, enlever le fait que les personnages principaux faisaient partie de la communauté queer, vraiment, genre vraiment, nous on avait montré ça, on voulait montrer ça. Et là, c'était non, en fait, il faut qu'ils se comportent comme n'importe quel personnage hétéro, mais bon, il se trouve que je pense que si s'ils avaient pu nous dire, bah, peut-être rendez-les moins queer, ils l'auraient fait, sauf que l'histoire repose entièrement là-dessus. Donc ils pouvaient pas nous faire enlever cet aspect-là des personnages, et peut-être que là, ils auraient considéré ça comme aller trop loin, peut-être, je sais pas. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, en gros, tout ce qui était autour du fait que les deux protagonistes étaient queer, il fallait rendre ça bien hétéro, bien lisse, sous prétexte de ah, mais on peut se la jouer sous-marin et prendre les spectateurs à revers, mais à partir du moment où on nous demande à ce que la rom-com puisse être packagée comme une rom-com très hétéro, et que limite, du coup, il faut que même pendant le début du film, le spectateur pense que ça peut encore devenir hétéro. Bah, en fait, voilà, c'était un peu violent. C'est drôle parce que j'ai l'impression que, enfin, je vais pas parler au nom de tout le monde ici, mais nous, quand on regarde
un contenu de rom-com ou quoi, c'est plus l'inverse. Genre, on attend que ça devienne gay. Ah, mais Genre, les petites choses, on est là à l'affût du petit détail de oh, peut-être qu'il va y avoir quelque chose entre ces deux personnages-là. Elles se sont regardées, ça veut tout dire. Oh là là, Elles il y se a sont eu- effleurées la main. La Non, il y a petite les musique. bromances. Chaque fois que je vois une bromance, moi je me dis ah, il y a un camingate qui va arriver là. Et non, bah apparemment pour les mecs c'est normal, tu vois, mais j'en doute. Moi, j'ai juste une question de noob. C'est quoi la rom-com? Comédie romantique. Comédie romantique, ok. Ouais. Comme ça, tout le monde l'aura. parce que, Effectivement. Ouais, très bonne parler question. entre c'est nous, Très vrai, mais- important. Du coup, je précise, je suis franco-américaine et pour moi, la rom-com, c'est vraiment de la rom avant la com. Donc, quand on dit rom-com, c'est pour romantic comedy, donc comédie romantique. Et donc, pour moi, la rom passe avant la com. Et donc, pour moi, il faut faire de la romance avant tout et avec des moments marrants et un ton léger, quoi. Mais ce que j'ai découvert, c'était le premier projet de rom-com que je faisais. Et j'ai découvert qu'en France, c'est vraiment, il y a cette peur de se laisser aller vraiment à la romance. Et il y a vraiment ce truc de, faut que ce soit une grosse comédie, faut que ce soit hyper drôle, faut qu'il y ait des gros moments de poilade, parce qu'ils n'ont pas confiance que le spectateur va se laisser emporter par de la simple romance, quoi. Et d'autant plus, il y a les queers, bien sûr. Il y a une culture de l'écriture qui est un peu différente. Euh, les films de genre sont un peu considérés comme des sous-films. Et du coup, il y a cette peur de la romance. Et il n'y a pas la notion aussi du comic relief. C'est-à-dire pour les Américains, la rom-com, c'est de la romance avec des comic relief dedans. Mais en France, non, c'est une comédie avec un élément de romance. Et je pense que la définition est complètement différente d'un pays à un autre. Entre les Complètement. anglo-saxons et les francophones. Ouais. Je me fais toujours avoir sur tous les genres. Je suis toujours à côté. Et moi, je fonctionne à l'américaine dans ma tête et c'est traître. Toi, du coup, Tarek, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce fameux projet qui a fait un peu basculer les choses pour toi? Voilà, à tribord, je vomis. Ça s'appelle comme ça. À tribord, je vomis. Ouais. Bah, à tribord, je vomis, c'était mon premier film, mon premier court-métrage qui avait un financement. Et était financé par MQFF, Mojudin Queer Film Festival, qui était le premier festival de films queer dans le monde arabe, le premier ou un des premiers en Afrique aussi. Et il devait me financer mon cours, c'était suite à un appel, et je devais faire l'ouverture du festival. Avec un autre film, Rafiki, un film incroyable. Bref, voilà, je l'entraînais. Et du coup, c'est un huis clos. C'est important de dire de quoi ça parle parce que c'est un huis clos dans des chiottes où il y a un mec qui a fait de la tôle, un autre mec qui est bien intégré socialement et une meuf. Et bref, le mec qui est bien intégré, il était marié à la meuf, mais en fin de compte, il était homo. Et le mec qui a fait de la tôle, il était bi. En fait, il couchait avec les deux, mais tous les deux le savaient pas. Tous les deux, ils se trompaient entre eux avec le mec qui a fait de la tôle et qui a un raté dans sa vie pour eux, quoi. Il n'a pas fait de pognon, il a rien fait. Et en fait, il y avait des films queer avant dans le monde arabe, mais c'était souvent des films queer avec un filigrane bourgeois qui les rendait pas très grand public. Ça parle toujours d'un truc très grand, de voyage, un truc qui est inconnu aux habitants du sud de la planète avec les problèmes de visa et tout, tu vois, ça parlait pas. Et là, il y avait un film queer qui se passait dans des chiottes, dans un bar miteux, et qui parlait vraiment comme on parle dans les quartiers populaires, tu vois, pas le langage un peu raffiné des quartiers bourgeois. Et du coup, ça a un peu pris dans des festivals et tout. Et les autorités n'ont pas aimé parce qu'il faut savoir qu'être homosexuel en Tunisie, c'est passible de 2 ans de prison. Et du coup, je me suis fait confisquer mon passeport pendant 1 année. J'étais interdit de voyage. Le film circulait partout. Il a tout fait. Vraiment, quand je te dis il a tout fait, il a fait Japon, il a fait Bangladesh. Genre, il a fait les US, il a fait l'Irlande, France, partout. Il a voyagé dans tous les continents. Alors que moi, j'étais bloqué à domicile, tout en sachant que j'ai quand même eu pas mal de blâme de la communauté LGBTQI, mais surtout des anciens, qui n'étaient pas dans une logique queer, mais d'une logique, on va dire, LGBT, point. Et ceux-là, ils me disent, ouais, mais on dirait vraiment, et là je parle de la communauté, moi je m'identifie comme non-binaire, tu vois, et que du coup, il y a des mecs qui me sortent et me disent, ouais, mais lui, on voit pas qu'il est gay.
Parce que c'est vrai, j'ai ramené des mecs de tous les jours, on va dire ça comme ça, des moldus, tu vois. Et The Boy Next Door. voilà, tu vois, c'est le mec, un, il a une gueule de fonctionnaire, l'autre, il a une gueule d'un mec qui a pris une année pour du shit, tu vois, et du coup, il me dit, ouais, il ressemble pas moi, je dis, ouais, pour moi, il n'y a rien qui ressemble à la communauté. En fait, c'est ça qui est, je pense, qui est délicat et qui freine pas mal de scénaristes, c'est le fait de vouloir plaire au public restreint. Et le public restreint, c'est soit les communautés qui sont directement concernées par ton film, quand tu fais des films qui concernent des communautés précises, comme LGBTQ+, racisés, hein, ou le public du cinéma, les professionnels. Et du coup, tu as vraiment plein de scénaristes qui se cantonnent au regard des professionnels, au regard des communautés qu'ils visent, et qui oublient que la magie du cinéma, c'est qu'il est reproductible à l'infini. C'est l'un des rares arts qui est reproductible à l'infini. Et du coup, il rentre partout. Il n'est pas fait pour 1000, il n'est pas fait pour 10 000. Il est fait pour 4 milliards, on est maintenant, 5 milliards. Il est fait Sept. pour tout. Oh là Au moins. je me fais vieux, j'ai pas mis un grand. Mais il est fait pour tout le monde. Et il faut pas se cantonner au regard intracommunautaire. Et je trouve, entre autres, que les films queer ont souvent peu de portée, grand public, parce qu'ils se cantonnent et ils ont peur. Et cette peur, elle est souvent injustifiée. Vraiment, parce que les gens, donc c'est pas leur gamin, même les homophobes, hein, donc c'est pas leur fils, il y a moyen de les faire accepter. Ça dépend comment c'est amené dans le récit. Ça dépend comment c'est réalisé derrière aussi. Ça dépend. En fait, tu peux installer l'homosexualité ou la transidentité ou la non-binarité comme une convention, comme le fait qu'ils acceptent que Superman vole. Ça veut dire, c'est ça la beauté du scénario. Et c'est un moment où il faut arrêter d'avoir peur de la réaction des autres, parce que si tu arrives à installer la convention que cette personne, elle aime les garçons, c'est un garçon qui aime les garçons, ça passe, les gens acceptent que Superman vole, il n'y a personne qui se dit, tu vois, et là on parle même pas d'un truc qui peut exister, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il faut laisser faire la magie, et je trouve que l'industrie, elle est de plus en plus une machine à broyer les œuvres qui peuvent avoir de l'impact. Et on est dans des œuvres safe avec un chiffre d'affaires bien défini. Et là, plutôt, c'est mon côté prod qui parle. Je sais très bien comment pensent les diffuseurs, comment pensent les distributeurs. Ils veulent un chiffre d'affaires clair, prédéfini, assuré au départ. Et là, du coup, tu peux pas plaider avec tes œuvres pour une cause tant qu'il n'y a pas un minimum de foi au spectateur, dans le spectateur qui est en face de toi. Et voilà, et du coup, c'est un peu un grand enjeu. Ok. Ce que tu dis, ça me rappelle juste, j'ai envoyé une phrase à Mika tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire l'art est supposé contourner, entre guillemets, disrupt le système. Et si ça le soutient, si ça soutient le système, C'est de la alors pub. voilà. Oui, Waouh. oui, et j'ai dit of course à Tess. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu disais sur les personnages. Enfin, j'adore l'analogie à Superman parce que c'est littéralement ce que j'ai dit en rendez-vous avec la chaîne. La première question, c'était oui, vous avez pas peur qu'ils aient du mal à s'identifier, les spectateurs Et en plus, moi, je savais qu'ils allaient poser la question. Je m'étais blindée, j'avais vraiment préparé ma petite fiche Bristol avec tous mes petits arguments. Et j'ai dit vraiment, bon, j'ai pas dit Superman qui vole, mais j'ai vraiment dit ça, que quand on regarde Ratatouille, on accepte de voir un rat qui vit sa vie et on s'identifie à lui parce que, en fait, le cinéma, avant tout, c'est des émotions. Et pareil, quand on regarde un film historique, ben, on vit pas dans le même contexte, mais on arrive à s'identifier, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses où on nous dit, en tant que scénariste, et c'est pas que par rapport à la question queer, mais on nous dit ah non, mais ça va être trop compliqué pour les spectateurs, etc. C'est pas assez clair. Et on le voit beaucoup sur des plateformes en ce moment. Tout est hyper homogénéisé et vraiment. Moi, maintenant, j'arrive à voir, quand je regarde une série française sur Netflix, par exemple, genre, quand il y a des scènes qui me semblent hyper bizarres et pas du tout collées avec le scénario, à chaque fois, je suis là, ça, c'est la diff qu'a demandé à rajouter. Et après, quand je rencontre la personne qui l'a écrit, elle me raconte exactement, C'est mais la j'ai dû charcute de la rajouter diff, ça. on appelle ça. C'est quand ils charcutent le C'est scénario. ça. Et... Ouais. Et genre, dès qu'il y a une voix off, je suis là, ah, ça a été subi totalement. Et d'après vous, pourquoi est-ce qu'ils ont aussi peur? L'argent. Je sais pas s'ils ont peur. Je pense qu'il y a vraiment cette culture en France de prendre le spectateur pour un con déjà. Et l'argent, ils pensent que ça rapporte pas, alors qu'on est une nouvelle génération où justement être queer, c'est encore plus accepté.
Et du coup, en soi, le consommateur est là et Mm. on attend que ça et il nous le donne pas. Mais Bah, complètement, mais dans le sens où pourquoi c'est ça? Qu'est-ce qui fait que ça bloque autant en mode ça ne va pas marcher l'identité LGBTQIA+, genre à l'écran, les gens ne vont pas comprendre. Qu'est-ce qui fait que ça bloque autant d'après vous? Ça, Parce que c'est francophone pur et dur. C'est en opposition. C'est parce que le marché francophone a toujours voulu se démarquer du marché anglo-saxon. Et depuis qu'il y a eu ce qu'on appelle le cahier de charge diversité Netflix, ça veut dire il faut avoir un handicapé visible, des racisés et des personnes queer non meubles dans les œuvres, dans les séries, dans les films. L'industrie française s'est tournée vers un truc, non, on n'est pas wokiste, on va là. Et il faut pas oublier un truc, c'est que c'est une industrie qui est basée sur le financement public, du coup sur des rapports de force politiques. Et même si on sait tous que les rapports de force politiques maintenant tendent vers la gauche, on a l'impression qu'il y a une sorte de consensus général qui est que non, c'est la droite qui monte. Alors que les chiffres le contredisent, hein, mais c'est un constat que certains font et ils vont aller dans ce sens-là. Et tu verrais, et d'ailleurs, ça concerne pas que les identités queer, ça concerne aussi les films d'histoire. En France, on n'a jamais produit autant de films d'histoire virilistes qui puent la testostérone. On en a produit autant en 3 ans là que je pense toute l'histoire du cinéma français avant. Il y a un retour en arrière, il y a vraiment une forme de retour en arrière où toutes nos libertés individuelles, tous les progrès sociaux qu'on a fait sont de plus en plus remis en question. Ça dépasse le cinéma, ça dépasse la production audiovisuelle et on ne fait que le subir. C'est une conséquence logique de ce qui se passe. Il faut jamais oublier, quand on est créateur, quand on est réalisateur, quand on est scénariste, on s'en rend pas compte. Quand on est producteur, on s'en rend un peu plus compte, mais la politique, c'est elle qui dicte le cinéma et non le contraire. Contrairement à ce qui se passait il y a 40-50 ans, où là, les imaginaires étaient forgés par le cinéma et après, la vie réelle rattrapait. Mais c'était avant que les politiques et les grandes fortunes ne se rendent compte du potentiel du soft power qu'il y a dans 24 images par seconde. 24 images par seconde. Ça te dicte ce que tu dois penser. ça donne des frissons aussi. Ouais. Et du coup, ouais, c'est des enjeux politiques. Ça dépasse le cinéma, ça dépasse la création, ça dépasse l'écriture en soi. C'est des enjeux parce que des récits queer authentiques, portés par des personnes queer, qui portent quelque chose, qui ont une sensibilité, qui sont intéressants, il y en a. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Dans ma boîte mail, je pense que je vais en avoir 10. Les faire financer, qu'ils arrivent à être portés à l'écran, ça, c'est notre paire de manches. On attendra le prochain gouvernement, on ne sait pas, mais il faut que quelque chose bouge dans plus grand que le cinéma, qui n'est pas une aussi grande industrie que ça, à échelle nationale, quand on le compare à l'armement, même aux médias d'information. Et on attend qu'il y a quelque chose de plus grand qui bouge pour que le cinéma puisse ouvrir un peu une fenêtre de Verton pour remettre... Parce qu'à un moment, on produisait des œuvres queer. Hein. On produisait des œuvres queer authentiques. Il y a eu une belle époque, début des années 2010, 12, 14, jusqu'à 15, 16. Après, ça s'est tassé un peu, il y a eu le Covid et tout, et quand ça a Il y a repris, eu bah, il y MeToo avait plus. aussi. Il y a eu MeToo. Mais il faut pas oublier que MeToo, il y a eu un grand problème, moi, je trouve, dans la production qui s'est enchaînée après MeToo, c'est que la majorité était portée par des mecs. Ah mais non, mais moi, de toute Oui, façon, quand je citais MeToo, c'est parce que vraiment, je considère que on va à l'envers en France depuis MeToo. On est Ouais. parti 1000 km en arrière. Et depuis mon entrée dans le milieu, vraiment, je m'en suis pris plein la gueule, vraiment honnêtement, en tant que femme, en tant que personne queer, mais en tant juste que scénariste aussi, parce que je pense que c'est très lié aussi. On a un problème de statut en France pour les scénaristes, et donc c'est un travail très largement exploité. Et donc là, on est à l'intersection de plein de problématiques qui font que ça a été très dur. Et vraiment, je pense que MeToo, ça a eu un impact, l'effet inverse en France. Et je pense que preuve en est que quand Judith Godrèche a commencé à, soi-disant, commencer à parler, alors que bon, c'est pas nouveau, tout d'un coup, c'était incroyable, les langues se délient. Ben non, les langues se sont déliées déjà il y a Bien 7 avant. ans. Et personne n'a écouté. Au contraire, on les a silenciés, on a silencié Adèle Haenel, etc. Mais en vrai, oui, MeToo, ça hante les grands décideurs de cinéma français. Tu rencontres un grand décideur dans une soirée de réseau en France et tu dis « Bonjour !» Ah, ou on peut plus dire ça avec MeToo. Mais
Il n'y a rien, il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Hein, ça les hante. Ça les hante. Les trucs cuir, ça les hante. Les causes racisées, ça les hante. Il y a cet archétype d'homme blanc, bourgeois, cis, hétéro, qui avait tous les privilèges, qui pouvait fourrer sa main sur n'importe quel cul qu'il voulait en restant impuni, sans aucun consentement. Et là, il y a cette remise en question de ces privilèges-là. Et ben, on a le retour de bâton. Mm. On a le backlash. Et ça se retrouve dans les récits parce qu'il y a encore cette idée que le mec blanc, hétéro, cis, riche, etc., que c'est le personnage neutre. Et c'est pour ça aussi que nos Universel. personnages... Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que nos personnages queer sont considérés comme autres parce qu'ils ne sont pas dans la neutralité. Mais en fait, mais même quand... Et c'est pareil quand tu écris un personnage de femme, vraiment, c'est considéré comme hyper original quand même. Hein, oulala. C'est... Ouais. Une fois, j'avais envoyé un projet avec des personnages, des musiciens et musiciennes racisés et handicapés. Point. Et on a une qui est lesbienne. C'est tout. Ils sont 4. Elles sont Oui, quand 4. même, déjà. Ils me répondent trop caractérisés. Et en fait, à l'époque, attends, à l'époque, je venais d'arriver en France. Du coup, pour moi, déjà, le côté racisé, je le prenais. Tu vois, je me dis, ouais, Mm. s'ils sont pas habitués à la réflexion autour de l'handicap à l'écran, s'ils sont pas habitués à fait avec les lesbiennes, mais j'oublie que j'avais aussi qu'ils étaient racisés. Mais pour moi, racisé, ça n'existe pas. Moi, tu vois, Mm. j'étais dans un pays où tout le monde était racisé. Tu vois, j'étais en Tunisie. Du coup, j'arrive, ils me disent, trop caractérisé. Et j'ai pas compris. Et vraiment, j'ai pas compris premier degré. J'envoie le retour à quelqu'un, il me dit, ouais, Tarek, t'as une Renoir, un Manouche, une Arabe, une Asiate, les 400 handicapés, il y en a une qui est lesbienne. Ça fait trop quoi? Ça fait trop humain, quoi. Vraiment C'est incroyable. trop humain. Ouais. J'ai un projet comme ça, c'est un projet choral où du coup on a 6 personnages et le principe de ce projet c'est que ça doit être des personnages très différents qui viennent d'endroits différents, etc. Et en fait, on a un couple de lesbiennes qui est en plein processus de PMA, on a un mec maghrébin qui est ingénieur et qui est de droite, enfin tu vois, alors vraiment on a plein de trucs et en fait les retours qu'on se prend dans la gueule c'est vraiment oh là là, ils sont trop clichés vos personnages et on dirait vraiment que vous avez voulu cocher toutes les cases. Et en fait, c'est non, juste on voulait de la variété parce que le principe du projet, c'est de parler des différents regards sur le monde et de comment ça se passe quand ces regards se rencontrent, quoi. Et en fait, et c'est aussi la difficulté des documents qu'on nous demande pour vendre un projet, c'est que là, ils jugent basé sur ce qu'on appelle une bible de série. Donc, c'est un document où on va résumer de manière un peu bâtarde les différents éléments de la construction de la série. On nous demande 2 pages max pour des personnages. Alors, effectivement, quand c'est une série chorale, si tu as 6 lignes par personnage, oui, si je les réduis à leurs caractéristiques, déjà, ils vont paraître trop caractérisés, comme tu dis. Et bien sûr que ça va paraître complètement cliché et pas nuancé parce que tu me laisses pas la place de déployer la nuance, quoi. Non, et en plus, il faut savoir le truc, c'est que euh, m- là, j'ai engueulé pas mal de directeurs casting, par exemple, sur cet aspect-là. Ils font une annonce casting avec 6-7 rôles différents. Ils disent femme 24, 40 ans, homme 50, 60 ans, femme 30, 60 ans, homme noir. Bah, ça veut dire que ça devient une spécificité. Mais Oui. les autres, du coup, Les le autres, par défaut, c'est blanc. ouais. Tu vois, c'est C'est cette c'est illusion de la caucasien par neutralité. défaut. Ouais, c'est cette illusion de neutralité. Et j'avais mon dernier cours, il a bien marché en festival et tout. Mon dernier cours parlait d'un scénariste qui voulait se donner la mort. Ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe où. C'est très nihiliste comme discours, c'est très philosophique. Mais apparemment, la philosophie, c'est l'apogée des hommes blancs cis hétéros. Avant que je tourne le film, j'étais en résidence et il y a une lectrice très connue dans de grandes commissions et tout, qui me regarde, qui me dit je le sens pas assez tunisien. Et moi, je le regarde, je dis ouais, il doit manger un fricassé, faire une balade sur un autre chameau, tu vois. Et là, la lectrice, elle me dit oui, c'est une bonne idée. Mais c'est fou, J'étais hein. au bout, j'ai Les failli gens se arrêter. rendent même Vraiment, pas j'ai failli compte. changer de carrière. C'était un moment où j'ai failli changer de carrière. Il fallait un tagine. Ah, mais si, Il fallait un tagine. si on comptait le Il nombre de fallait un fois, tagine. quand même. le nombre de fois où j'ai pensé à changer de carrière, enfin vraiment, et en même temps, je me vois rien faire d'autre et c'est ça ma passion, donc Mais je m'accroche. ouais. Mais on en parlait tout à l'heure, j'ai les
mes meilleurs amis qui étaient en école de cinéma avec moi, qui du coup se sont pris le backlash de MeToo dans la gueule aussi, etc., qui pour la plupart sont queer, etc. Elles ont toutes soit déjà, soit sont en train de quitter le milieu parce qu'elles en peuvent plus en fait et elles sont dégoûtées à vie. Et moi, après l'école de cinéma, j'ai été complètement dégoûtée parce que on m'avait, déjà la violence sexiste et sexuelle, mais aussi juste on m'avait appris que ma culture cinématographique n'était pas la bonne parce que c'était une culture, bon, effectivement déjà très anglo-saxonne, mais aussi très très féministe, très queer, etc. Même si je mettais pas forcément tous les mots dessus, c'était vraiment ça ma culture. Et mais bon, comme j'adulais pas Godard et Bresson, quoi, c'était pas valide. Et donc moi déjà, j'avais complètement perdu confiance en moi et j'avais compris que c'était pas un milieu pour moi et que, enfin, ouais, j'ai été dégoûtée du cinéma. J'avais même plus envie de regarder des films pendant, mais genre au moins un an. Je pensais pas faire ce métier. Et voilà. Et après, je suis revenue en me disant, non mais justement, faut que je me batte. Vraiment. Mais du coup, Complètement. c'est épuisant parce que du coup, je suis revenue dans une posture et à chaque fois que j'ai la même crise existentielle, au moins une fois par an, si ce n'est tous les 2 mois, je reviens avec cette idée de, ok, ben non, il faut que je me batte parce qu'en fait, si tout le monde se barre, ben ça va pas évoluer, etc. Mais c'est fatigant parce que ça donne une charge supplémentaire au fait de déjà faire un métier très difficile, mais en plus, il faut y aller de manière... et dans ce cas-là, notre existence dans ce milieu est de facto politique, en fait. Ouais, et surtout, en tant que scénariste, vous avez un pouvoir de malade parce que écrire ces histoires-là, finalement, quand on réussit à les porter à l'écran, elles ont un impact de malade. Et Tess a une super anecdote de son grand-père qui regarde un feuilleton tous les soirs. Tess, je te laisse raconter l'anecdote parce qu'elle est vraiment pépite. Attends, il y en a plusieurs des anecdotes avec ce feuilleton. C'est plus belle la vie. c'est Non, la même. vie. Non, c'est soit Demain tout commence ou Ici nous appartient, je crois. C'est l'inverse. Ici, Ouais. tout commence. Ouais, c'est... Ils ont tous le même nom. Ouais, Ça c'est veut dire la même ça. Généré par ChatGPT. En fait, peut-être que tu te souviens mieux de cette anecdote que moi. On était chez les grands-parents de Tess et du coup, ils regardent religieusement ce feuilleton tous les soirs qui raconte la vie dans une école de cuisine, Ah une oui, école c'est ça. hôtelière, quelque chose comme ça. Et il y a une romance entre deux personnages masculins. Et la tension monte, monte. Et le grand-père de Tess ne peut plus tenir la tension un moment et crie à l'écran de la télévision « Mais c'est bon, embrassez-vous, on a compris !» Et le fait que le grand-père de Tess ait cette réaction-là, qu'il ait totalement accepté cette relation, il ne s'en plaint pas du tout, là, en tant que spectateur, il a été happé et il attend qu'une seule chose, c'est que ça se concrétise entre ces deux personnages. Et c'était incroyable. Ouais, ça devenait Bah oui, parce que pour lui, viscéral, c'était pas un bisou entre deux hommes, c'était un climax. Tu vois, c'était un climax, une il émotion. cherchait le climax. Ouais. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de cette série, parce que mine de rien, ces séries, les scénaristes pensent énormément à toutes ces petites choses-là, et en fait, elles diffusent ça dans les histoires mine de rien, je sais pas quel est l'audimat de ces émissions, mais en tout cas, ça touche un super large spectre, et encore plus des personnes d'un âge avancé, et qui communiquent ces valeurs, entre guillemets, toutes ces choses-là que nous, on a. Et des fois, et même ma mère qui regarde aussi ce feuilleton, elle m'a appris genre un terme queer. Elle m'a dit, bah, tu connais pas? Je dis, non, t'as appris ça où? Bah, dans le feuilleton. Là, le soir. Ah, d'accord. Et c'est ouf, parce qu'on se dit, voilà, c'est juste dans ce feuilleton, comme ça. Et en fait, bah, quand tu regardes un peu plus près, ouais, moi, je me dis, c'est incroyable, en fait, ce taf-là de... Tu vois vraiment l'impact. Bon, là, c'est sur de la télé, tu parlais du cinéma qui est reproductible à l'infini, mais là, l'impact et toutes les personnes que ça touche, et tout ce que ça communique dans ce sens-là, et encore une fois, c'est pas que les personnages queer, mais voilà, des valeurs écolo, de tout ça, du féminisme et tout. Et en fait, ils diffusent ça à un super large public, et tu te dis yes, quoi. Yes. Bah, surtout par rapport à ce dont on parlait de la bonne culture du cinéma et le snobisme en France, il y a vraiment ce truc que les quotidiennes, c'est hyper mal perçu, quoi, alors qu'en fait, elles ont un pouvoir énorme et c'est vraiment là que tout se passe, justement pour une grande partie de la population, mais on est tellement déconnectés, effectivement, entre les intellectuels et la petite pauvre population La qui plèbe. sait pas ce qu'elle veut. Enfin, c'est vraiment... Et encore aujourd'hui, on entend les producteurs parler de Madame Michu. Enfin, c'est vraiment... Il y a une condescendance énorme. La ménagère de 40 ans. Oui. C'est ça, Madame Michu? La C'est responsable des Ouais, achats. celle qui a pas acheté l'aspirateur. Maintenant, ils appellent ça responsable des achats, mais ils continuent de dire Madame Michu quand même. Sur la question
du pouvoir des récits et de la responsabilité qu'on a en tant que scénariste, j'ai l'impression, enfin c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais on est vraiment pris dans un cercle vicieux parce que moi je suis vraiment profondément, enfin je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre, mais je suis vraiment convaincue que tout ce qu'on écrit, tous les récits qu'on fait, toutes les images qu'on produit sont éminemment politiques parce qu'on se construit avec les images qu'on consomme et c'est comme ça que la culture du viol est perpétuée, par exemple, parce que, à commencer par Blanche-Neige, on nous apprend que le consentement est là pour être bafoué. Et enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Et donc, moi, enfin, en plus, vraiment, je l'assume pleinement. Pour moi, être scénariste, c'est un acte politique. Même si j'écris des histoires qui sont pas porte-pancarte, c'est vraiment tout ce que j'écris est politique dans le fond, parce que bon, l'intime est politique de toute façon. Mais on se retrouve confronté. Enfin, et voilà, la question de où est le pouvoir vient se poser à partir du moment où, moi, en tant que scénariste, je peux vouloir écrire quelque chose de révolutionnaire, d'hyper politique et me dire que ça va complètement changer la perception du monde. Ben, si je trouve pas les financements, je suis Tu peux rien bloquée. faire. Et en fait, en France, on est à un moment, une conjonction d'énormément d'éléments qui font que c'est bouché de chez bouché. Parce que déjà, toutes les chaînes et les plateformes, etc., en fait, on en est à quoi? Il y a 4 personnes qui décident finalement de l'avenir des images en France. Bon, a priori, c'est pas forcément les personnes les plus woke, quoi. Et du coup, Loin on de se là. retrouve confronté à ça. Et en fait, ça redescend par ricochet parce que du coup, préemptivement, les diffuseurs, enfin, les personnes chargées de diffusion vont s'auto-censurer en se disant le grand boss va pas être content. Et du coup, préemptivement, les producteurs et productrices vont choisir des projets qui auront plus de chances d'aller chez les diffuseurs. Et donc, et en fait, ça redescend jusqu'au scénariste. Et vraiment, dès l'école, on nous apprend, si vous voulez vendre, faut écrire du polar, faut écrire des trucs pas politiques. Bon, tout sera politique, mais voilà. Et on nous apprend. Et sur le truc historique, tu vois, en ce moment, il y a énormément de films historiques qui se font. Mais en fait, déjà, c'est que de ce qu'on appelle de l'IP, donc c'est de la propriété intellectuelle, donc c'est-à-dire ils rachètent des droits Des droits des d'œuvres déjà films. existantes parce que ils savent que il y aura du pognon au bout. C'est Le moins marché cher nostalgie. c'est moins cher que payer des scénaristes pour des idées originales. Et aussi, du coup, on va faire que les œuvres de mecs blancs, bourgeois, etc. Et par ailleurs, nous, quand on est jeunes scénaristes, même si on est passionné d'histoire, on nous dit n'écrivez pas de fiction historique, vous allez jamais le faire, le truc, c'est beaucoup trop cher et vous avez pas vos chances. Donc en fait, on nous apprend dès l'école à nous auto-censurer. Et moi, même si dans une certaine mesure, globalement, j'essaye de refuser de m'auto-censurer, au bout d'un moment, il faut aussi manger, quoi. Et donc, c'est un peu trouver l'équilibre. Et donc, effectivement, je suis passionnée d'histoire, mais j'écris pas de fiction historique. Et je croise les doigts pour qu'un jour, je puisse écrire de la commande pour un truc historique. Mais en Ça attendant, vient, ça vient. Ouais, c'est Ouais, aussi c'est ce truc de utiliser le système à bon escient, quoi. Ou trouver ce juste équilibre et réussir un peu à jouer au jeu pour transformer le jeu en ton jeu et prendre les commandes du jeu. Mais en vrai, si. Parce que quand tu produis une œuvre, surtout si tu la produis dans la grande industrie, ça veut dire que tu la produis en co-développement avec un grand distributeur, une chaîne de télé, une grande plateforme. En vrai, pour toi, c'est une œuvre. Pour le producteur, c'est un bien meuble qui va ramener, c'est un placement financier. Pour le diffuseur, c'est un contenu à diffuser. Mais pour le reste, c'est leur vie. Quand tu invisibilises les personnes queer, c'est des milliers de gamins qui n'oseront pas vivre leur vie. Quand tu stigmatises un racisé, c'est des milliers de racisés qui vont avoir des traumas et des humiliations subies qui vont rester quelque part. Quand tu stigmatises des femmes, c'est des milliers de gamines qui vont pas vouloir faire les grandes carrières parce que pour elles, elles doivent rester à leur place. Et t'as les influenceuses, là, l'extrême droite, là, les les nationalistes. tradwives, Les tradwives. Ah oui. Ah, j'ai pas la rêve. c'est Tant mieux pour toi. c'est un mouvement d'influenceuses sur les réseaux sociaux qui prône un retour à la femme au foyer exemplaire, type années 50, etc. Avec même les tenues, etc. et le tablier. Attends. Voilà, on va poser un truc là. D'ici 3 ans, il y aura une grande production co-développée par de grandes chaînes de télé françaises, co-développée par un grand distributeur français, qui va venir nuancer les tradwives, les humaniser et nous dire à quel point, oui, quelque part, c'est vrai, ça paraît réac, mais quelque part,
N'avons-nous pas besoin de cette petite poésie de la femme qui attend son mari à la maison, qui lève la Attention, tu jambe donnes quand des elle... idées. Tu veux vendre? Tu veux Ah payer non, ton loyer ou pardon. pas, la scénariste précaire? Vas-y, je te donne les idées, moi. Dans 3 ans, c'est les prochaines présidentielles, c'est pour ça. Il y a un scénariste dont je tairai le nom parce que quand même, il envoie ses films à des commissions, qui a fait une matrice sur Facebook où tu as 3 colonnes. Chaque colonne, il y a 7 lignes avec des fragments de phrases et tu lis n'importe laquelle des lignes. Tu as un pitch d'un des films français qui est sorti les 10 dernières années. Et c'est incroyable. ChatGPT est plus créatif. On a beaucoup parlé des personnages queer, mais vous, vos propres identités queer dans le milieu, comment est-ce que vous avez pu sentir que ça vous a impacté ou non? Bon, déjà, sur la question du coming out, moi, j'ai pas la. Enfin, je pense qu'on s'y reconnaîtra tous dans cette pièce, c'est que j'ai pas eu un coming out officiel. Ça s'est fait sur des années et des années, et en fait, on est toujours en train de faire notre coming out à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Et même moi, en termes de coming in, c'est-à-dire de prendre conscience de mon identité queer, ça s'est fait de manière très éparpillée sur des années et je saurais même pas dire à partir de quel moment je me suis définie comme ci, comme ça. Et en même temps, j'ai toujours été complètement moi-même et je me suis jamais censurée, je me suis jamais cachée. Mais en fait, je me rends compte que je sais pas qui est au courant ou non. Alors, il se trouve que j'ai pas une gueule qui fait hyper queer au premier abord, mais j'ai le réflexe de me dire que c'est parce que je suis une femme. En plus, bon, je suis jeune, blonde aux yeux bleus, etc. Et du coup, enfin voilà, les gens ont tendance à penser déjà que j'ai rien dans la tête et que je suis hyper manipulable, etc. À mes yeux, toutes les queerphobies puisent dans la misogynie vraiment latente, quoi. C'est vrai que j'ai plus tendance à analyser la chose par l'angle du féminisme. Euh, mais clairement, à la fois, je pense que ça aussi, ça m'apporte parce que pour être dans un milieu où les hommes, bon, comme dans la plupart des milieux, vont avoir tendance à fuckzoner, c'est-à-dire à partir du principe que c'est possible qu'à un moment ou à un autre, on finisse au lit ensemble, et jusqu'à preuve du contraire, et ben, des fois, ça m'est utile, entre guillemets, au sens où j'ai déjà remarqué que des personnes avaient changé d'attitude envers moi à partir du moment où ils ont compris que j'étais pas intéressée, voire même pas concernée. Et tout d'un coup, ça peut amener à une forme de respect bizarre parce qu'en fait, bah, je suis plus une proie ou un coup potentiel, quoi. Un respect Euh, entre couilles, quoi. C'est du ouais, bonhomme, tu vois. ouais, c'est un peu ça. Et oui, ça prend aussi une autre dimension un peu étrange, du coup. Mais inversement aussi, j'ai déjà eu droit. Mais en fait, comme partout, en fait, ça aurait pu être c'était des personnes du milieu, ça aurait pi être des personnes pas du tout du milieu, à des remarques hyper homophobes et à des questions hyper intrusives qui n'auraient pas lieu si j'avais été sagement hétéro. Donc effectivement, il y a un malaise, mais c'est vrai que pour moi, il y a une continuité de toute façon du milieu du cinéma à la vie de tous les jours. C'est vrai que ça m'est arrivé aussi, mais moins maintenant. Mais je pense au tout début de ma carrière, j'avais tendance à me demander, mince, enfin, est-ce que ça c'est un contexte où je peux euh, pas la question d'être moi-même parce que je suis toujours moi-même, mais être ouvertement moi-même, on va dire, et Transparente. revendiquer. Ouais, c'est ça, et vraiment dire les mots. Et ça m'est arrivé de pas trop oser parce que je travaillais dans un bureau et bah, je sais pas trop ce qu'ils en pensent, etc. Après, c'est vrai que plus j'avance, plus je me dis je préfère être pleinement moi-même et en fait, ça fait un tri assez automatique. Au risque, enfin voilà, et ça c'est vraiment une décision que j'ai prise et ça concerne ma queerness, mais aussi l'identité de mes projets et les décisions que je prends, genre venir faire un podcast pour parler de ça. C'est que en fait j'ai pris une décision assez vite au début de ma jeune carrière, qui a été que en fait, je préfère, quitte à ce que ma carrière prenne 10 ans de plus à décoller, je préfère être en accord avec moi-même dans ce que je fais. Et du coup, être pleinement moi-même, m'entourer que de gens que j'aime et pas m'éterniser dans les situations qui me mettent mal. Et ça passe aussi par la question des projets où je suis pas raccord côté valeur, quoi. Donc, j'ai pris cette décision et du coup, à partir de là, je le vis beaucoup mieux.
Bah, pour moi, c'était plus simple. C'est beaucoup plus simple. Parce que moi, ça se voit pas, ça n'impacte pas ma vie. Je suis non-binaire, m- mais c'est foncièrement cérébral. Dans le sens où je refuse les assignations de genre. Et je suis têtu, c'est un peu mon trait de caractère dans la vie. Et, mais du coup, par contre, avant, je le revendiquais. Je le revendiquais dans mes bios. Et c'est là que ça se joue. Quand tu écris ta petite bio dans un dossier, est-ce que tu le mets en avant ou pas? À un moment, je dis, vas-y, je le revendique. Tu vois, moi, je suis pour l'abolition des genres. Je suis pour un monde sans genre, sans assignation de genre. Je le revendique. Et j'avais sous-estimé les vieux bofs des commissions. Mais vraiment, j'avais des trucs hyper vénères en retour. Ça parlait du film, mais ça parlait pas du film aussi, tu vois. Ouais, ça parlait de toi, exactement. Et du coup, à un moment, j'ai arrêté de le faire. Et les retours sont beaucoup plus bienveillants. Et contrairement à ce qu'on pense, que dans le cinéma, il y a une présence queer et tout, nada. Dans le cinéma, la présence queer, elle est précaire. C'est majoritairement des techniciens, techniciennes, des petits réals, scénaristes, même producteurs, mais qui galèrent, tu vois, parce que bah, il y a une très bonne étude d'un ancien étudiant en journalisme qui parlait de comment les mecs obtiennent les postes et les augmentations et les honneurs en parlant de foot entre eux. Et du coup, ouais, bah, voilà, quand t'es pas dans cette dynamique-là de un doigt dans le nez, un doigt sur les couilles, le fusil à la main, t'as pas ce terrain d'entente avec les décideurs, tu vois. Ouais. Merci pour Je me suis l'image. dit, il manque une main dans l'histoire. C'est encore un trauma quand même. Non, mais voilà, tu n'as pas ce terrain commun de virilisme avec lequel tu peux t'entendre avec les décideurs qui sont majoritairement masculins ou des femmes, mais qui ont dû à un moment ou à un autre s'aligner sur le regard d'hommes blancs pour pouvoir percer ou pour pouvoir faire carrière. Ce qui est leur droit légitime et leur instinct de survie complètement légitime qu'on ne peut pas leur enlever. C'est pas elles le problème. Le problème, c'est l'institution qui est en place. C'est pas les individus. Moi, je le vis parfois, je le sens. Très rarement, je sens, je dis, putain, là, il y a un truc où on parle et je peux pas revendiquer. Tu vois. Mais c'est assez rare. Mais ça, ce qui me sauve, c'est mon expression cis-hétéro de base. Mon côté racisé, tu vois, il y a tout l'imaginaire un peu raciste avec les racisés, la virilité, tata. On s'en doute pas. Mais en vrai, je pense que pour une personne qui, du coup, dans son expression est plus cuir, j'aimerais pas être à sa place. En tout cas, je sais pas ce qu'elle vit, cette personne-là, mais j'aimerais pas être à sa place. Dans la grande industrie, là où le vrai pognon se décide, j'aimerais pas être à la place des personnes cuir. D'expression cuir. Oui, j'allais dire. Ouais. Bon, bah, on attend que ça change. Hein. Ouais, ben justement, moi je trouve que Love Lies Bleeding, qui est sorti cette année ou fin d'année dernière, comme ça m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'était le premier film qui montrait des personnes queer pas parfaites. Parce que j'ai l'impression qu'on est encore vachement en fait, il y a tellement de temps à rattraper de représentations qu'on n'a pas eu, qui est du coup, on est hyper concentré sur montrer une image positive. Et là, c'était le premier film qui venait un peu casser ça, de montrer les personnes queer dans leur humanité, dans leurs défauts. Et c'était génial. Et j'adore Kristen Stewart. Donc, Il y a un effet dont j'ai oublié le nom qui a été établi scientifiquement. Moins une communauté est représentée à l'écran, plus le peu de représentation qu'elle a aura tendance à être positif, voire angélique, par peur des représailles, parce qu'on Bien va dire, sûr. ouais, le seul noir que vous avez foutu, c'est, tu vois, Mm. le seul arabe, la seule personne cuir, tu vois, et du coup, oui, et ça Mm. donne des caricatures. merci beaucoup pour vos témoignages en tout cas. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Queer Grounds. Le premier, et on vous en remercie grandement, chaleureusement. On espère que cette discussion sur l'écriture des personnages queer et leur impact vous aura plu. Un immense merci à Garance et Tarek de s'être confiés à notre micro. Et merci à vous, auditeuristes, pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé et vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous dire ce que vous en avez pensé. On accueille tout retour constructif avec très grand plaisir. Et on se dit à très vite pour l'exploration de nouveaux terrains sur Queer Grounds. Elles ont répété pour ça. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux @queer-grounds.